Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver très nombreux pour ce e-workshop sur le thème de l'intégration en toute sécurité des robots collaboratifs. Je suis Olivier Jacquemin, responsable marketing pour l'activité inspection et accompagnement technique. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Benoît Nain pour ce e-workshop. Bonjour. Vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui se trouve à droite sur votre écran. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin de la présentation. Benoît prendra le temps de répondre à vos interrogations. À la fin de cette session, nous vous proposons de répondre à un sondage sur le thème des cobots. Voilà. Également, à l'issue de cette session, vous recevrez automatiquement un mail qui vous permettra de voir cette session en replay, donc à la fin de la session. Je laisse la parole à Benoît et je vous souhaite un excellent workshop. Merci. Bien, merci Olivier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Benoît Nain, je suis un spécialiste de la sécurité des robots collaboratifs à la BAV et en charge du développement de nos activités en robotique à la BAV. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler des robots collaboratifs qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Alors, la BAV est née du progrès technique, puisqu'elle est née de l'industrie du progrès technique réalisé lors de l'industrie 1.0 avec l'avènement des machines à vapeur. Donc, les machines à vapeur, il y a environ 155 ans du côté de Mulhouse, avaient tendance à exploser, donc avaient tendance à connaître des problèmes de sécurité déjà. Et donc, est née l'association des propriétaires d'appareils à vapeur pour voir comment concevoir et mettre en œuvre des règles de sécurité pour la conception et l'utilisation. Puis ensuite, il y a eu la révolution industrielle 2.0 avec l'avènement de l'électricité et de l'automatisation, qui a permis l'automatisation des machines. Donc là, ABAV a pris un E, donc qui est devenu l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur électrique, 3.0 informatique, robotique. Et aujourd'hui, on est là encore là pour accompagner le progrès technique, parce que le progrès ne vaut que si il est performant aussi en sécurité pour le bien des opérateurs, pour le bien des travailleurs qui vont côtoyer les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, APAV continue d'accompagner le progrès dans l'industrie 4.0 et à participer notamment au guide de prévention sur les robots collaboratifs que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une brique de l'industrie 4.0. APAV a déjà abordé ces sujets-là sur d'autres e-workshops, comme un e-workshop que vous pouvez, qui est accessible en replay sur le site APAV YouTube sur l'ergonomie. Là, aujourd'hui, on va parler des robots collaboratifs. Et il y aura certainement d'autres webinaires, parce que c'est un cycle Industrie 4.0 qui vont avoir lieu plus tard. Voilà. Donc, je me lance sur les robots collaboratifs aujourd'hui pour vous parler des robots collaboratifs. Alors, tout d'abord, on va voir un peu le contexte d'usage des robots collaboratifs. Alors, déjà, ils sont utilisés pourquoi ? C'est des robots qui sont plutôt récents, qui commencent à apparaître, qu'on voit apparaître dans les usines depuis les années 2000. Et c'est une technologie plutôt complémentaire aux technologies qui étaient jusqu'alors présentes en robotique. On va voir un peu de quoi il s'agit. Donc, ils sont mis en œuvre majoritairement pour prévenir des TMS, des troubles musculo-squelettiques, et puis pour réaliser des tâches simples, répétitives, qui étaient faites manuellement auparavant. Alors, il y a une application collaborative robotisée qui se fait qui se fait régulièrement, c'est la palettisation. Donc avant, on palettisait à la main, et sur les sites où c'est possible, on paletise manuellement. Alors retenez bien que ce sont des robots dits collaboratifs, donc c'est-à-dire qu'ils vont interagir avec l'homme. Donc ça suppose que les cadences, que les efforts, que les énergies en jeu le permettent qu'il interagisse avec l'homme. Donc ça n'a rien à voir avec les robots conventionnels. Les vitesses, les efforts, les énergies ne seront pas du tout du même ordre sur les robots collaboratifs. Donc, ils sont souvent installés
en périphérie des lignes de production, mais beaucoup moins souvent dans le flux de production. Et ils réalisent des tâches de chargement, principalement des tâches de chargement, déchargement des machines de la ligne de production. Alors, les machines d'une ligne de production vont à une certaine cadence, une certaine vitesse, et les robots collaboratifs sont plutôt mis en périphérie pour justement charger, décharger les machines. Et puis, quand le flux de production le permet, là, ils peuvent être installés dans le flux de production, mais ça suppose que les cadences soient en adéquation avec la collaboration qui est demandée. Donc voilà en gros comment sont utilisés les robots collaboratifs. Alors rapidement, là, on vous a mis un panel de ce qui existe sur le marché. Alors il y en a d'autres. Donc là, on a un robot Home Run ici, en haut à gauche, le robot TM. Là, on a le robot Yaskawa, HC. Là, on a le robot Universal Robots UR. Là, on a le robot Doosan. Et puis là, on a le robot Kuka Iwa. Et là, on a le robot Fanuc CX. Voilà un panel un peu de ce qu'on trouve sur le marché. Alors ensuite, il y a les cas d'usage toujours de contexte d'usage lié à la collaboration qui est demandée au robot. Donc là, on a des collaborations qui sont décrites dans le guide dont je vais vous parler juste après. Donc on a ce qu'on appelle la collaboration directe. Donc on a ici le travail sur une même pièce entre le robot et l'opérateur. On a des actions simultanées. Donc là, ici, on voit une photo avec un opérateur qui a le robot avec ce qu'on va appeler un effecteur. L'effecteur, c'est l'équipement qui est mis au bout du bras robotisé. Donc, il a l'effecteur sur les genoux, en fait. Donc là, on est en collaboration directe. Il intervient directement sur l'outil qui est mis en place au bout du robot. Et puis, on a la collaboration dite indirecte. Donc là, c'est l'extrême majorité des cas d'usage des robots collaboratifs. Là, on va avoir une action alternée entre l'opérateur et le robot. Donc là, c'est le cas d'un pallettiseur, par exemple, que vous avez ici. Donc là, l'opérateur, il va charger une palette vide et il va récupérer une palette pleine. Donc là, on est en collaboration indirecte. C'est le cas aussi sur toutes les applications de chargement et de déchargement de machines, par exemple des machines-outils. Le robot va mettre une pièce à usiner dans une machine et va récupérer la pièce usinée ensuite, etc. Donc là, on sera sur de la collaboration indirecte. C'est vraiment le cas d'usage le plus courant, le plus répandu d'utilisation des robots collaboratifs. Alors, ensuite, vous avez forcément des enjeux pour réussir l'intégration de ces robots-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en intégrant des robots collaboratifs, mais pas que, c'est un peu tout ce qui concerne la thématique de l'industrie 4.0, vous mettez en œuvre des nouvelles technologies. Qui dit nouveau dit changement. Le changement peut inquiéter et au moins source de questions. Et notre retour d'expérience, c'est que ça pose des questions et ce qui serait bien, c'est de pouvoir répondre aux questions avant de commencer à utiliser de nouvelles technologies parce qu'il peut y avoir des points d'inquiétude pour le moins. Donc, pourquoi il y a des points d'inquiétude? D'abord, au niveau de la sécurité, parce que je vais revenir dessus plus tard, mais vous allez voir qu'un robot collaboratif est utilisé. C'est un peu son rôle, son but, on va en parler, mais sans autre protection externe, apparente. Alors, je précise apparente, parce qu'il y a bien des protections, mais elles sont plus virtuelles qu'apparentes. Donc, pour un opérateur, ça peut être perturbant de voir dans une même usine un robot qui, lui, a des protections et en cage, et un autre robot qui, lui, est sans protection apparente. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut utiliser comme ça, sans danger, un robot sorti de sa cage, j'ai envie de dire. Là, on voit qu'il y a une phase d'acceptation à avoir de ce changement-là. Il y a aussi le fait, mettez-vous à la place d'un opérateur qui va, dans son champ de vision, avoir un bras robotisé qui va être
perpétuellement en mouvement dans son champ de vision pendant qu'il interagit avec. Ça peut aussi être une source de stress. Voilà, alors bien positionner les uns par rapport aux autres, c'est pour ça qu'il y a aussi des enjeux d'ergonomie. Il y a aussi un robot collaboratif, c'est une application ouverte qui va s'intégrer dans un environnement de production. Donc, il y a aussi un espace à prévoir. Il va y avoir, dans la majorité des cas, un simple marquage au sol. Donc, ça veut dire qu'il va falloir organiser, informer et organiser le travail autour de ce robot-là pour que ceux qui n'ont rien à faire avec le robot n'aillent pas lui serrer la main toutes les 5 minutes si ce n'est pas requis, etc., etc. C'est aussi vrai pour les robots mobiles, hein, où on va intégrer dans des flux déjà souvent existants, si on transforme une usine existante, on va intégrer des flux de robots mobiles, en plus de flux piétons et de flux caristes avec des chariots et des batteurs, par exemple. Donc, ça va être un accompagnement au changement qu'il va falloir faire pour pouvoir faire accepter les nouvelles technologies, répondre aux inquiétudes, aux questions que les chefs d'établissement se posent, que les responsables de sécurité des établissements se posent, et rassurer les opérateurs qui vont, in fine, utiliser ces technologies. Donc, enjeu sociétal. Et puis, un autre enjeu qui nous concerne plus particulièrement à la part, hein, c'est la sécurité. Alors, on s'aperçoit, oui, que pour réussir l'intégration d'un robot collaboratif, donc on appelle ça aussi un cobo, hein, vous m'entendrez peut-être dire une fois robot collaboratif, une fois cobo, tout ça, c'est la même chose. Donc, on s'aperçoit que du fait même que ces technologies sont ouvertes, accessibles, en mouvement au milieu des opérateurs dans l'environnement de production, eh bien, on s'aperçoit que la sécurité est un enjeu majeur. Et pour pouvoir définir si oui ou non on pourra utiliser le robot collaboratif sans protection apparente, c'est l'analyse de risque, une analyse de risque rigoureuse qu'il va falloir mener, qui va pouvoir déterminer si le robot peut être utilisé en collaboration ou s'il va falloir utiliser d'autres dispositifs de protection pour protéger l'opérateur. Donc, l'analyse de risque est un enjeu majeur si on veut développer une application collaborative en utilisant uniquement les protections. Alors, on va voir, c'est des robots qui intègrent beaucoup de fonctions de sécurité. Si on veut les utiliser uniquement ces fonctions-là, il va falloir mener une analyse de risque rigoureuse. Ensuite, il y a un enjeu économique, évidemment. Alors là, pour le coup, c'est des robots qui sont conçus spécifiquement pour être intégrés facilement par les fabricants des robots. Donc, il va falloir, il y a un enjeu pour maîtriser le retour sur investissement. Donc, il peut y avoir, c'est des applications simples globalement, donc il y a assez peu de temps d'étude, il y a assez peu de temps de mise en service. Et si à la fin on s'aperçoit qu'on s'est loupé sur la sécurité, eh bien qu'il faut rajouter une enceinte grillagée, par exemple, ou un scrutateur laser, ou un barrage immatériel pour protéger l'opérateur qui va interagir avec le robot. Si on s'en aperçoit à la fin, on peut avoir un impact assez important sur les ROI. Pareil sur la faisabilité technique derrière. Donc, il y a un enjeu économique à maîtriser, évidemment, le retour sur investissement. Alors, des retours sur investissement, c'est pas trop notre domaine à la PAM, mais qui peuvent être assez intéressants, effectivement, sur ces applications, parce que c'est des applications assez simples à mettre en œuvre. Et puis, les responsabilités aussi. C'est important de savoir dès le départ, j'ai envie de dire qui fait quoi comment. Qui achète un robot, qui est fabricant de l'application collaborative, puisque c'est important de décider qui est responsable du marquage CE, je vais revenir dessus juste après, de l'application, et donc qui est le fabricant, puisque s'il n'y a pas de fabricant nommément désigné, à la fin, celui qui intégrera, c'est celui qui va mettre en service le robot et qui va l'utiliser, donc ça sera l'utilisateur, le fabricant, qui sera responsable du marquage CE de la machine qui met en œuvre pour l'utiliser. Donc, c'est important de décider dans un cahier des charges, de bien identifier à l'avance qui sera fabricant comment. Alors, c'est ce que je vous propose maintenant, à travers la réglementation applicable. Alors, rassurez-vous, on va rester très, très, très superficiel, on ne va pas rentrer dans les textes, mais
On va construire ensemble une application collaborative, là, devant vous, devant votre écran, et puis je vais vous expliquer un peu comment s'applique la réglementation pour que les utilisateurs puissent acheter un robot, une application collaborative intégrée avec un marquage CE, et puis que les fabricants sachent aussi où ils mettent un peu les pieds et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Alors voilà, pour faire une application collaborative robotisée, il me faut un robot. Donc j'achète un robot collaboratif, un bras collaboratif. Donc j'ai un fabricant de mon robot. Alors lui, il me fabrique, du point de vue de la réglementation machine, donc du point de vue de la directive machine, il me fabrique une quasi-machine, puisqu'un bras robotisé seul n'a pas d'application définie. C'est un robot c'est un bras qui bouge, qui fait du mouvement, mais c'est l'intégrateur qui va en faire une application qui va faire l'application définie. Ça peut être un robot de soudage, un robot de peinture, un robot de manutention, un robot de contrôle de vision, etc., etc. Donc, c'est l'intégrateur qui fait l'application. Donc, du point de vue de la directive, le bras robotisé, lui, est une quasi-machine. Donc, une quasi-machine, le fabricant du robot va vous produire une déclaration d'incorporation. Donc, si c'est une déclaration d'incorporation, c'est destiné à être incorporé dans une machine. Voilà. Ce n'est pas une machine proprement dit. Donc, ensuite, notre robot, on lui met un outil à son extrémité. Alors déjà, je vais avoir une application définie, là, puisque je vais avoir soit une pince, soit une ventouse, soit une torche de soudage, par exemple, etc., etc. Donc là, j'ai un outil, j'ai une application définie du coup au robot. Et puis, je peux avoir d'autres équipements autour du robot, comme des convoyeurs ou des interactions avec à la fin l'opérateur, puisqu'il s'agit de robots collaboratifs, d'applications collaboratives. Donc, j'ai un opérateur qui va interagir avec l'application. Donc, là, j'ai un intégrateur, donc, qui sera le fabricant dit de la machine, de l'application collaborative, qui, lui, sera responsable du marquage CE de l'application. Et dans le cas des applications collaboratives spécifiquement robotisées, il y a nécessité de matérialiser l'espace collaboratif. Puisque tout est ouvert, il y a nécessité de marquer dans quel espace se passe l'interaction entre l'homme et la machine, aussi pour prévenir tous ceux qui sont autour, qui n'ont rien à faire avec l'application, qu'ils n'ont pas à aller dans ce balisage au sol. Alors ce balisage, il peut être soit une simple ligne, il peut être aussi matérialisé avec des mesures d'éloignement, type garde-corps, etc. Donc voilà comment ça se passe. Donc, alors effectivement, comme on a affaire à un fabricant qui doit faire le marquage CE, eh bien, lui, il fournit une déclaration CE de conformité et une notice d'instruction qui va avec, et aussi déclare conforme à la directive compatibilité électromagnétique. Alors, c'est là où c'est important, ce fabricant peut être l'utilisateur. Si c'est l'utilisateur qui achète le robot à un prestataire A, et il achète un outil ou peut fabriquer son outil, c'est aussi le monde de l'impression 3D, peut fabriquer son outil. Si c'est l'utilisateur qui intègre l'outil sur le robot, ça fait une application définie et ça peut être l'utilisateur qui est responsable, qui devient fabricant et qui est responsable du marquage CE. Donc, c'est important dès le départ dans un cahier des charges de savoir qui doit être responsable de quoi quand. Donc, après, au niveau de la réglementation proprement dit, il y a en France donc un guide de prévention auquel APA va participer, qui est sorti en août 2017, qui définit depuis 2017 quelles sont les règles de prévention pour concevoir une application collaborative, mais aussi pour l'utiliser. Donc, c'est un guide qui est très intéressant pour pouvoir se parler entre les fabricants et les utilisateurs, dont on vous a mis le lien en bas de l'écran, là, qui est disponible sur le site du gouvernement. Donc, APA va participer au groupe de travail qui a rédigé ce guide-là. Donc, du point de vue du fabricant, le guide définit les cas d'usage dont je vous ai parlé précédemment. Donc, on définit un peu la collaboration. Et puis, on doit appliquer évidemment la directive machine. Le guide spécifie les normes
qu'on va trouver alors, spécifiquement pour les robots collaboratifs. Alors, le référentiel le plus important étant, même s'ils le sont tous, hein, tout ça forme un code pour construire une application collaborative robotisée, mais le référentiel le plus important sera l'ISO TS 15066, puisque c'est lui qui contient les valeurs quantitatives d'énergie, les niveaux d'énergie transférés aux parties du corps admissibles en cas de contact avec le robot, etc. Donc, ça va être, ça va former. Alors, ce n'est pas un texte réglementaire, hein, ce n'est qu'un guide qui regroupe une méthode et les bonnes pratiques et qui dit qui est responsable de quoi. Donc, c'est intéressant de le lire, mais ce n'est qu'un guide et le savoir-faire, la sécurité de l'application, on va les trouver dans les normes. Voilà, et dans le respect de la directive machine, bien sûr. Donc, le guide s'applique aussi à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, lui, ce que lui demande le guide, c'est de respecter un processus pour être sûr qu'à la fin, ce qu'on disait au début, il y avait un enjeu fort sur la sécurité, qu'à la fin, on puisse utiliser le système de robot collaboratif en sécurité. Donc, lui, il doit définir des besoins. Alors, il y a une notion importante qui est définie dans le guide, qui est aussi reprise dans les normes, et en particulier dans l'ISO TS 15066, c'est que l'analyse des risques pour cette application collaborative, elle doit être menée, bien évidemment, d'abord du point de vue de la responsabilité par le fabricant, celui qui va intégrer l'application collaborative, mais surtout, il faut qu'il se parle et il faut que l'utilisateur participe à cette analyse de risque. Pourquoi ? Parce que l'application collaborative va être mise dans son environnement de production. Et ce n'est pas la même chose de mettre une application collaborative en bordure d'une allée principale d'une usine, par exemple, où passent 300 personnes par jour, par exemple, en bordure de l'allée, si je mets mon robot là, ou si je mets le robot au fond de l'usine avec un seul opérateur qui va interagir avec le robot et personne autour. Donc ça, et c'est qu'un exemple, parce qu'on verra qu'il y a d'autres choses à prendre en compte ensuite. Mais ça, c'est important que l'utilisateur se parle avec le fabricant, parce qu'au final, l'application sera mise chez l'utilisateur. Alors, c'est ce que dit le guide. Il y a bien une analyse de risque ici à mener avec l'intégrateur sur l'environnement, en fait. Donc, le fabricant va maîtriser les risques liés à l'application, à la mise en œuvre de l'application, et puis l'utilisateur va falloir qu'il dise comment il compte l'utiliser, où sera utilisé le robot. Évidemment, si j'ai 10 postes de travail autour du robot collaboratif dans l'environnement et que les opérateurs qui n'ont rien à voir avec l'application mais peuvent pénétrer dans l'espace collaboratif, c'est un problème qui peut générer des dangers pour les opérateurs. Donc, il va falloir en parler. Voilà. Et puis, évidemment, il y a une conformité. La responsabilité de l'utilisateur, c'est dit le code du travail, de vérifier que les règles techniques qui sont applicables à la machine ont bien été respectées avant la mise en service. Donc, il y a la conformité qui est requise avant la mise en service. Et puis ensuite, le robot, l'application collaborative va vivre sa vie. Et là, le guide nous dit que si le paramétrage du robot change, alors, si par exemple, alors ça aussi c'est important de bien définir ça au départ avec le fabricant, puisque si le paramétrage du robot de sécurité, le paramétrage évolue, change, ou si aujourd'hui j'utilisais le robot collaboratif sur une ligne A et demain je veux bouger mon robot sur un emplacement d'une ligne B, par exemple, ça c'est une modification de machine en service. Donc, dans ce cas-là, il y a un autre guide qui a été mis à l'intention, qui a été créé à l'intention des utilisateurs de machines, qui est une modification au sens, c'est pas l'objet du jour, mais ça fait partie de la réglementation applicable aussi aux applications collaboratives. Donc, il y a une modification en service. Là aussi, il faudra réaliser une analyse de risque liée à la modification réalisée. Et là aussi, il faudra mettre en œuvre les règles de sécurité qu'on vient de voir précédemment. Donc voilà pour l'aspect réglementaire. Sur ce webinaire, on peut guère aller plus loin en 3/4 d'heure que sur les règles que je viens d'évoquer. Par contre, on pourra répondre à vos questions, soit juste après le webinaire, soit par mail ultérieurement, ou soit
pourquoi pas se rencontrer. Donc, nous, à PAV, on a développé dans ce contexte-là, parce que c'est un contexte particulier, la sécurité des robots collaboratifs, hein, du fait que les éléments mobiles en mouvement sont accessibles aux opérateurs. Donc, on a développé un peu des choses spécifiques pour les robots collaboratifs. Donc, d'abord, on a développé des choses sur la phase d'avant-projet. On a plusieurs étages à notre fusée, on va dire. On a développé des prestations sur l'accompagnement au changement par rapport aux enjeux que j'ai évoqués au départ. Donc, sur l'ergonomie, sur l'acceptation des nouvelles technologies, répondre aux inquiétudes des managers, répondre aux inquiétudes des opérateurs, etc. Donc ça, on fait des accompagnements au changement. Études ergonomiques, parce que, évidemment, on a vu l'implantation du robot, on a vu qu'il y a une interaction entre l'homme et la machine, donc il y a forcément une notion d'ergonomie. Et puis, si on implante toutes ces technologies dans un atelier, à un moment, on va falloir réfléchir sur tous les flux de l'atelier en même temps. Donc, il va y avoir une ergonomie sur tout l'environnement de production à mener. Et puis, on peut faire une pré-analyse de risque, une étude de faisabilité du mode collaboratif. Alors ça, on nous demande ça régulièrement pour savoir si, dès le début, en phase d'avant-projet, avant de concevoir l'application, si ça finira avec une enceinte sécurisée ou un autre dispositif comme un scrutateur ou non, ou si on pourra utiliser uniquement les fonctions de sécurité du robot collaboratif. Ça, c'est une prestation qui peut être intéressante quand on a des doutes. Et puis, on forme, évidemment, on a développé des produits de formation sur intégration pour intégrer et faire l'analyse de risque sur les robots collaboratifs. Il y a aussi, ensuite la phase conception. Donc là, c'est quelque chose c'est le cœur de la sécurité hein, sur les applications collaboratives. Donc, on peut accompagner à l'analyse de risque qui est spécifique au robot, où là, il faut quantifier les vitesses, les efforts, les énergies pour dire si elles vont être acceptables et pour dire si l'opérateur, à la fin, va pouvoir collaborer sans autre protection avec le robot collaboratif. Donc ça, c'est le cœur vraiment de la sécurité, la phase d'analyse de risque sur les applications collaboratives et sur les machines en général, mais c'est encore plus vrai du fait de l'interaction proche avec la machine pour les robots collaboratifs. Ensuite, il y a la phase réalisation. Donc là, on peut faire du suivi de projet pour vérifier que ce qui a été fabriqué a été fabriqué tel que conçu. Donc, pour le fabricant, on parlera de FAT, de Factory Acceptance Test. Et puis, il y a la phase réception, où là, vous nous connaissez certainement sur la vérification de l'état de conformité. Alors, nous, à la PAV, on a une petite particularité, c'est que tous les organismes sont accrédités COFRAC quand on intervient sur ce qu'on appelle demande de l'inspection du travail. Hein, dans le temps, on disait aussi sur mise en demeure. On est tous accrédités COFRAC. Nous, on a gardé ce niveau d'exigence-là aussi pour nos prestations d'accompagnement technique, pour garantir une certaine intégrité de nos prestations, un certain niveau de compétences de nos intervenants. On a aussi gardé cette accréditation COFRAC pour toutes nos prestations d'accompagnement technique dans le domaine de la conformité machine. Voilà. Et puis, on a aussi la possibilité de faire de la certification, de vous proposer de la certification volontaire avec le produit C-by-APAV Machine, où là, c'est une sorte de label, si vous voulez. Vous allez pouvoir mettre une estampille C-by-APAV Machine, où on aura évalué par contre la machine et aussi votre organisation pour répéter un type pour votre organisation pour concevoir tel que ce qui a été évalué pour concevoir tel que attendez voilà pardon pour concevoir pour vérifier que l'organisation respecte ce qui a été évalué au départ. Donc ça c'est plutôt sur des productions en série, c'est sur des applications collaboratives en série. Voilà. Et puis ensuite, il y a la phase d'exploitation. Souvent en ergonomie, on fait une étude avant le projet, voilà, pour constater les choses, faire un état des lieux de ce qui se passe puisqu'on parlait de TMS au départ, dans ce qui se passe avant d'implanter le robot, et puis on va vérifier à la fin que, évidemment, ça tient la route.
et que le robot répond à l'usage qui avait été envisagé au départ et que les TMS les risques de TMS sont bien réduits comme ils devaient l'être. Donc, on peut faire une évaluation ergonomique de l'environnement de travail après. Et puis, après, c'est tout le domaine de l'accompagnement pour les modifications des robots, des applications collaboratives. Et on peut aussi former aux modifications dans ce domaine-là. Voilà. Donc, on a spécifiquement, comme on a pris à la PAV, on a pris en compte que c'était une technologie particulière avec des règles de sécurité particulières qui nécessitent un niveau d'expertise également particulier. On a formé en 2020, là, c'est tout récent, mais on a formé en 2020 35 experts qui sont capables de répondre à vos questions sur toute la France pour l'instant. Alors, c'est peut-être peu pour l'instant, hein. On verra comment évolue cette technologie-là. Elle a tendance à se déployer quand même. On constate que c'est des chiffres assez conséquents tous les ans. Il y a de plus en plus de robots collaboratifs qui sont mis en œuvre. Mais on a 35 experts à votre service, à votre disposition sur toute la France pour l'instant. Voilà. Donc, ensuite, on a quelques retours d'expérience, hein, puisqu'on fait du robot collaboratif à la PAV depuis que le guide de prévention est paru en 2017. Donc, on décide dans ce webinaire de vous faire profiter un peu de notre expérience. Alors, la réussite de la mise en œuvre d'une application collaborative. Alors, le but, c'est d'avoir une application, là on parle d'application collaborative qui utilise simplement les fonctions de sécurité du robot. Alors, voilà, un robot collaboratif, il y a à peu près pas loin d'une vingtaine de fonctions de sécurité. Il y en a beaucoup moins sur un robot classique. Donc, il y a quand même un enjeu, si vous achetez un robot collaboratif ou si vous voulez en mettre un, à voir si on ne peut pas quand même utiliser les fonctions du robot proposé, collaboratif, plutôt que d'intégrer directement, de racheter d'autres dispositifs complémentaires comme des scrutateurs ou des barrages. Voilà. Alors, évidemment, il faut analyser les risques, voir si les risques le permettent, on va en reparler. Mais pour que ça marche, pour qu'on puisse utiliser les fonctions de sécurité uniquement du robot, faut quand même prévoir une application qui est relativement simple. Une application de chargement-déchargement, ça peut répondre bien à cette exigence-là. On prend quelque chose au point A, on va le déplacer au point B. Voilà. Et ça, c'est simple. Alors, il faut qu'il y ait des équipements dans l'application qui soient intrinsèquement sûrs. Alors, ça veut dire qu'il y a des niveaux d'effort et d'énergie qui sont acceptables. Donc, ça veut dire qu'il y a des référentiels qui définissent des limites biomécaniques et ça veut dire que tous les efforts et énergie, on doit les calculer pour voir s'ils sont en dessous des limites biomécaniques prévues dans ces référentiels-là. Donc, il faut que les vitesses soient compatibles avec l'interaction aussi en machine, évidemment. Donc, globalement, une application simple pour que ça marche. Ensuite, on a une analyse de risque qui doit être réalisée méthodiquement, en prenant en compte notamment les phénomènes dangereux et situations de contact raisonnablement prévisibles entre l'opérateur et le robot pour toute implantation du robot prévu. Alors, ce qui est particulier sur les robots collaboratifs, c'est comme c'est des machines ouvertes, on doit analyser dans l'analyse de risque toutes les situations de contact dites raisonnablement prévisibles. Alors, on ne va pas avoir le temps, en 3 quarts d'heure, de partir dans ce qu'est ou ce que n'est pas le raisonnablement prévisible, mais en tout cas, sachez que on va faire en sorte que l'opérateur, déjà, de prévoir quels contacts sont en jeu dans l'usage normal de l'application. Donc, si c'est un contact uniquement avec les doigts, les mains, on va essayer de prévoir dans l'analyse de risque. On va faire obstacle avec tout ce qu'on peut, tous les bâtis, les tables, ou tout ce qui existe dans l'application, pour éviter que l'opérateur puisse aller sous le robot si ce n'est pas prévu, par exemple. Et on va faire en sorte qu'il ait accès uniquement avec les doigts, les mains, les doigts, les mains, ou par exemple les bras, s'il y a un risque de contact avec les bras. Bref, on va essayer de prévoir uniquement ce qui est prévisible lié à l'usage de l'application. Évidemment, il y aura toute une notion de risque résiduel
puisqu'on nous parle souvent évidemment des contacts à la tête. On va pas pouvoir débattre ici des contacts à la tête, mais on peut avoir un opérateur baissé, on peut avoir un opérateur à genoux, on peut avoir un opérateur debout, peu importe, à tous les niveaux, on peut avoir des contacts avec la tête ou avec le torse ou avec les bras hein, qui ruinent aussi la vitesse. En fait, même si ça touche d'abord, le robot est protégé, et donc en respectant la méthodologie, on va d'abord faire du raisonnablement prévisible, et il sera prévisible donc que l'opérateur mette d'abord les bras, même par réflexe, mette d'abord les bras près du robot, qui voit bouger hein, d'ailleurs. Donc, voilà, on peut se poser la question pourquoi il mettrait la tête en premier, et mettre d'abord les bras pour faire ce qu'il a à faire, ou même s'il voit une anomalie, il va d'abord mettre les doigts et les mains. Donc il y aura toujours, pour une application collaborative, des situations de contact avec au moins les doigts et les mains, et après, c'est l'analyse de risque qui décidera s'il y a d'autres situations de contact, mais on fera en sorte d'éviter tous les autres, justement, de mettre des obstacles pour que physiquement, ils ne puissent pas se mettre sous le robot. Voilà. Donc, pour toutes les implantations du robot prévues, parce que si je prévois dès le départ que mon robot il doit aller sur une ligne A le lundi, sur une ligne B le mardi, etc., sur différents emplacements, je dois faire l'analyse de risque sur tous les emplacements prévus pour le robot. Donc, toutes les implantations prévues font partie de l'analyse de risque dans ce cas-là. Je dois quantifier les forces, les pressions, les vitesses par rapport à ce que je viens de dire. Alors, c'est très important. C'est là où il faut faire une analyse très fine. Il faut quantifier tous les efforts, que ce soit les efforts liés au robot, que ce soit les efforts mécaniques si j'ai une pince, par exemple, l'effort de pincement, etc., parce que je vais les comparer avec des valeurs limites que j'ai dans des référentiels. Donc, il va y avoir du quantitatif à faire dans l'analyse de risque. Donc, je dois, quelque chose de très important, je dois prendre en compte les dangers liés à l'environnement de l'application chez l'utilisateur. J'ai parlé un peu de l'environnement avec des opérateurs à proximité. Et il y a quelque chose aussi d'important à prendre en compte qui est parfois négligé, c'est l'intégration du robot sur la machine existante, si c'est le cas, bien évidemment. Souvent, si je vous ai parlé au début d'une application de chargement et déchargement d'une machine de production, pour pouvoir réaliser ça, il va y avoir une modification à l'interface qui va être réalisée à l'interface entre l'application robotisée et la machine de production. Eh bien, souvent, le bas blesse en sécurité, c'est que du point de vue de l'application robotisée, il n'y a pas de problème majeur de sécurité parce que les niveaux d'énergie, de vitesse, d'effort, etc. permettent de mettre en œuvre l'application collaborative. Par contre, il peut y avoir des problèmes liés à la modification de la machine dans laquelle le robot va faire son opération de chargement-déchargement. Donc, faites attention aux interfaces entre le robot neuf et la machine existante, parce que si on fait juste un trou dans le carter et que le robot passe à travers un carter, par exemple, il y a des chances pour que ça se passe mal au niveau des règles de sécurité. Voilà. Donc, ensuite, on doit se prononcer sur l'acceptation des efforts mécaniques. Alors, on fait un état des lieux de tous les efforts et énergies en jeu et on doit se prononcer sur est-ce qu'ils sont acceptables ou pas. Alors, je ne vous cache pas que nous, c'est la plus forte plus-value qu'on apporte à un projet, puisque nous, les référentiels, on les maîtrise et on sait les utiliser et on sait quelles limites on peut accepter ou non. Voilà. Donc, attention aux risques mécaniques qui peuvent subsister sur des convoyeurs, sur des vérins, etc. Parfois, le robot, lui, il peut être collaboratif, pas de problème, il est conçu pour, mais le problème ne vient pas forcément du bras robotisé, le problème vient de ce que vous mettez au bout du robot ou de ce qu'il y a autour. Voilà. Ou de la pièce aussi travaillée. Je vais prendre un exemple extrême. Si vous manipulez une lame de rasoir ne pourra jamais être utilisée pour des raisons évidentes en collaboration accessible comme ça, nue, en collaboration directe avec un opérateur. Ça ne sera jamais possible. Donc, voilà, faut bien faire l'analyse de risque de tout ce qui se passe dans l'application collaborative.
Et puis, il faut évaluer aussi si les fonctions de sécurité du robot suffisent, parce qu'effectivement, si on détecte qu'il y a un risque, par exemple, je prends une application de soudage, j'ai des risques de projection, de coups d'arc. Voilà, je dois respecter toutes les exigences de la directive qui vont me dire que si j'ai des risques de coups d'arc, de projection, projection, peut-être un risque électrique ou autre, là, je vais devoir protéger quand même le robot. Alors, j'ai bien sûr le droit d'avoir un robot collaboratif. C'est une technologie qui a sa raison d'être, qui peut être utilisée parce qu'il y a une programmation facile, des trajectoires, par exemple. On ne va pas rentrer dans la technologie maintenant, mais voilà, c'est une technologie qui peut être utilisée en robotique conventionnelle, mais qui intègre quand même des fonctions de sécurité qui permettent de voir un peu plus loin si on ne peut pas l'utiliser seul. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur l'analyse de risque parce que c'est vraiment le point clé du point de vue sécurité qui va permettre ou non de valider une application. Alors, ensuite, il y a tout ce qui ne permet pas d'avoir un robot collaboratif sans autre protection. Il y a des phénomènes dangereux qui peuvent empêcher l'utilisation seule des fonctions de sécurité du robot. Donc là, on va devoir ajouter soit une enceinte, soit un scrutateur, etc. Donc, j'ai des phénomènes dangereux qui sont autres ceux que liés au seul mouvement du robot. Donc, des risques mécaniques, par exemple, je peux avoir de la chaleur, je peux avoir des risques chimiques. Si mon robot, je lui fais manipuler, je ne sais pas, des flacons d'acide sulfurique, par exemple. Je peux avoir des risques de projection, j'en ai parlé. Et puis des risques mécaniques avec des efforts de pincement de, je ne sais pas, plusieurs centaines de newtons, par exemple, qui ne seront jamais admissibles en collaboration si l'opérateur peut mettre son doigt dans la pince. Voilà. Ensuite, j'ai les petites surfaces. Alors, il faut évaluer, ça c'est un moment important, il faut évaluer les surfaces de contact possibles entre le robot et l'application. Si une surface est trop petite, j'ai dit tout à l'heure qu'on va avoir des valeurs limites biomécaniques en pression. Et si on applique une force sur une toute petite surface, ça va nous générer une forte pression. Donc, plus la surface va être petite, alors pour vous donner un repère, j'ai mis 1 cm² ici, la pression va devenir un facteur limitant en dessous d'1 cm². Alors, il y a des calculs à faire, mais en gros, c'est ça. Alors, évidemment, on imagine que plus la surface de contact se réduit, plus je vais être coupant ou contendant, etc. Donc, les arrêts de vivre, les bords saillants, les bords coupants, pointus, tout ça doivent être proscrits dans une application collaborative. Alors, soit on les cache avec des carters, si on peut, soit on fait des zones où le robot peut travailler de façon de collaboration et quand c'est dangereux, voilà, il travaille sur l'arrière où il n'y a pas accès pour l'opérateur. Enfin, on peut organiser l'application en ce sens-là, mais les petites surfaces de contact seront un facteur limitant par la pression sur les applications collaboratives. Parce qu'on nous demande d'analyser par les référentiels 2 types de contacts. Les contacts quasi statiques, donc c'est l'écrasement du robot sur la main, par exemple, ou le doigt ou le bras, voilà, et les contacts transients qui sont liés à l'énergie cinétique du robot. Voilà. Donc, les petites surfaces, ça sera plutôt sur les contacts quasi statiques et ça pourra poser problème. Donc, évidemment, ce qui sera limitant, c'est des vitesses et des efforts trop importants dans l'application. Alors, une vitesse, une cadence trop importante, on va pas pouvoir utiliser le robot seul en collaboration avec l'homme. Il va falloir mettre un système, par exemple, de scrutateur laser qui va nous permettre d'avoir une vitesse normale, un mode normal, et puis quand l'opérateur va approcher, peut-être une vitesse collaborative, utiliser ce qu'on appelle un mode réduit ou un mode collaboratif dans un robot pour pouvoir diminuer sa vitesse et le rendre, entre guillemets, collaboratif. Voilà. Ensuite, il y a les trajectoires qui sont très importantes, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. L'opérateur, on va faire en sorte que on prévoit des situations de contact d'analyse de risque, donc ça veut dire que toutes les autres, on va devoir les éviter. Donc, on va éviter que l'opérateur puisse se tenir de façon prévisible sous le robot,
si ce n'est pas prévu. Parce qu'engendrant, ça va engendrer des risques de heurts involontaires avec des situations de contact qu'on n'a pas prévues. Ça peut être les pieds, les mains, la tête, les mains, ça sera tout le temps. Ça peut être les pieds, le torse, la tête. Alors, sachez qu'il y a un niveau d'énergie maximale admissible par partie du corps frappé et considéré par le robot. Évidemment, pour la tête, il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas mis un punching ball, un opérateur, se faire des uppercuts par un robot. Donc, il n'y a pas de valeur pour la tête, il y a des valeurs pour le torse, les jambes. Mais sachez que dès lors qu'on sort des situations de contact raisonnablement prévisibles pour les doigts, les mains, les bras, on va avoir un problème de vitesse aussi, puisque comme si on touche le torse, il y a le cœur derrière. Si on touche les jambes, il y a toute la masse du corps au-dessus du robot. Donc, un choc sur les genoux, ça peut engendrer des séquelles aussi. Donc, ils ont certainement mis des règles de sécurité assez conservatrices dans les référentiels. Donc, on va avoir des vitesses très faibles si on a autre chose comme situation de contact raisonnablement prévisible que les doigts, les mains et les bras. On va avoir des vitesses, pour donner un ordre de grandeur, on va avoir 1 mètre par seconde, par exemple, pour les doigts, les mains, une application qui va pouvoir tourner à l'outil au bout du robot à 1 mètre par seconde. On va devoir la réduire par 3. Si on est à 1 mètre, on va être environ à 350 mm par seconde ou 400 mm par seconde si on envisage que le robot peut toucher le torse, les jambes, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas qu'un problème pour la tête, c'est un problème aussi des autres parties du corps. Donc, il va falloir mener une analyse de risque rigoureuse qui va permettre de justifier qu'on a bien les situations de contact prévues. Alors, quand même, pour finir sur une bonne note, parce que ça existe, les applications collaboratives, et c'est possible, rassurez-vous. Donc, voici, on vous a donné des exemples d'applications collaboratives qui utilisent uniquement les fonctions de sécurité du robot pour lesquelles APA va participer à l'analyse de risque. Donc, on a des applications et vérifier la conformité. Donc, on a des applications de palettiseurs, dépalettiseurs, de vissage, on y arrive. Alors, il faut un peu revoir l'effecteur de vissage. On ne peut pas laisser l'embout nu. Alors, il y a l'embout de vissage nu. Alors, il y a plein de techniques que je ne peux pas évoquer maintenant, mais ça peut se faire. Il y a des manutentions de pièces pour décharger, évidemment, charger et décharger les machines, de l'encollage, de la mise en carton de produits et du contrôle qualité par vision. Voilà, ça vous donne un exemple d'application que l'on peut faire avec un robot collaboratif pour lesquels on a réussi à ne pas utiliser uniquement les fonctions de sécurité du robot. Voilà, donc mon webinaire va être terminé. Il est 9h50, je vais redonner la parole à Olivier, et puis on va pouvoir maintenant aborder le temps des questions. Voilà. Olivier, tu m'entends ? Merci Benoît. Alors, tout d'abord, je vais publier le sondage. Donc, dans l'onglet sondage, là, vous allez voir apparaître au fur et à mesure les questions. Donc, si vous voulez y répondre, n'hésitez pas. Et puis, je vous demande un instant et ensuite, on va passer aux questions parce qu'il y a déjà eu de nombreuses questions. Oui, d'accord. Hop, voilà. Alors, en termes de questions, APAF peut-elle accompagner sur l'analyse de risque dès la phase conception et le choix de l'équipement? C'est une première question. Alors, oui, on peut accompagner. Alors, sur le choix de l'équipement, faut plutôt nous proposer un équipement et on dira, oui, on pourra dire si cet équipement-là, il peut être envisagé pour faire une application collaborative ou si ça finira avec des systèmes de protection comme dans la robotique classique. Oui, on peut faire des accompagnements. Évidemment, nous, on ne dimensionne pas un équipement. On est organisme tierce partie, donc on ne dimensionne pas, on ne conçoit pas, mais on peut accompagner sur la faisabilité d'un projet, oui, bien sûr. Une deuxième question. Qui doit être idéalement le signataire de l'analyse de risque? Est-ce que c'est le fabricant, l'utilisateur ou un organisme certifié? Voilà. Alors,
Celui qui est le responsable, donc le signataire de l'analyse de risque, c'est le fabricant de la machine. Quand on intervient, nous, on intervient, on l'accompagne à rédiger son analyse de risque, en fait, et on intervient comme un prestataire de service, comme un expert, en fait, dans le domaine des risques. Mais c'est bien le fabricant de l'application collaborative qui reste le responsable de l'analyse des risques. Donc, c'est important de le savoir, effectivement, pour savoir où on met les pieds dès le départ, parce que ça sera un document majeur dans le contexte des robots collaboratifs. D'accord. Une question concernant la certification CE. Est-ce qu'APAV fait la certification CE suite à une intégration? Alors, le mot certification, il faut faire attention, parce que APAV n'a pas réglementairement à certifier quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on fait une fois que l'application est conçue et réalisée, oui, on vérifie l'état de conformité de l'application à la directive machine, qu'on peut étendre à la directive CEM aussi, mais la certification n'est pas obligatoire. Par contre, on peut accompagner la certification, on peut faire une certification volontaire, si ce terme-là est bien bon, une certification volontaire avec notre produit, c'est APAV Machine. Oui. D'accord. Alors, une question un peu plus technique. Souvent, on parle de Cobo avec PFL, donc Power Force Limited. Est-ce que l'on peut coupler avec le SSM, Speed Separation Measurement, pour augmenter sa vitesse et son seuil de force? Alors, en fait, la problématique est assez simple. Oui, on peut mettre la vitesse qu'on veut. Je ne suis pas là pour interdire l'usage, limiter un usage d'application. Seulement que si vous envisagez une collaboration avec un opérateur, là, on a dans l'ISO TS 15066 des limites biomécaniques qui sont données pour la force maximale que pourra appliquer le robot sur une main, par exemple, la pression, pareil, et on va devoir calculer une vitesse maximale. Alors, la vitesse, c'est relativement simple, c'est une équation d'énergie cinétique, donc ça marche comme avec votre voiture. Vous avez une masse en mouvement. Une façon qu'a trouvé le législateur pour limiter l'énergie transférée d'une voiture à quelqu'un sur la route, c'est de limiter la vitesse. Donc, c'est la raison pour laquelle on a 50 en ville, on a 130 sur l'autoroute et entre 80 et 90 sur une départementale. Donc là, sur les robots collaboratifs, ça va être pareil. Si on est en dessous des valeurs limites acceptables, pas de problème, on va pouvoir utiliser le robot, les fonctions de sécurité du robot seul. Si on est au-delà, c'est pas un problème non plus, seulement c'est que l'opérateur, il pourra pas s'approcher, il pourra pas être en contact avec le robot dans les conditions sûres. Donc, il faudra mettre sans doute un scrutateur, mais les robots ont prévu de passer, on peut diminuer, on peut faire ce qu'on appelle un mode réduit ou un mode collaboratif sur le robot, on peut faire deux états de fonctionnement, si vous voulez. Quand l'opérateur sera détecté, on va mettre un mode réduit avec une vitesse réduite. Quand l'opérateur va s'éloigner du robot, le robot il pourra à nouveau atteindre une vitesse nominale. Donc, c'est pas la vitesse. Alors, par contre, il faut analyser le risque lié à la projection, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir de projection de la pièce travaillée ou autre, mais oui, tout est faisable comme en robotique conventionnelle. D'accord. J'ai une question concernant l'analyse de risque. Donc, c'est sur un projet. Il y a une analyse de risque pour un opérateur qui sera en position debout. Est-ce qu'il faut également prévoir des contacts à la hauteur de tête pour l'opérateur qui sera en position assise? Alors, là, voilà. Alors, c'est là où on va, pour essayer de répondre, parce que ça, c'est un vrai sujet qui mériterait d'être pris en aparté, mais pour essayer de répondre à cette question-là, s'il est debout et qu'il ne peut pas se tenir sur le robot par des obstacles physiques, par exemple, la palette est un obstacle, alors, évidemment, il y a des règles, parce que le robot, quoi qu'il arrive, il va s'arrêter, il va être paramétré pour une situation de contact. Donc, il y a des règles à respecter, comme si on prend l'exemple d'une palette, comme je ne monte pas sur la palette. Mais on va pouvoir garantir le volume de trajectoire du robot par les fonctions de sécurité du robot. On va pouvoir garantir que le robot ne va pas dépasser la palette, par exemple. Donc, je vais pas, la palette faisant obstacle, je ne vais pas pouvoir me tenir sous le robot dans des conditions raisonnablement prévisibles. Donc, à partir de là, mon robot, il ne va pas me cogner la tête.
l'opérateur pourra mettre ses doigts, ses mains dans le volume de trajectoire du robot, mais il ne va pas mettre la tête. Donc, si on respecte ce principe-là, que l'opérateur soit debout, qu'il soit assis, accroupi, ce qu'on veut, bon, accroupi, ça ne va pas être très bien pour travailler, mais ce qu'on veut, il n'y aura pas de problème de la tête, on va résoudre le problème par des obstacles matériels et on va garantir le volume de trajectoire du robot par un paramétrage des fonctions de sécurité du robot qui vont garantir que le robot va pas dépasser les trajectoires qui ont été prévues. Ok. Une question qui porte effectivement dans le cadre du déploiement d'une première application collaborative, combien de temps pour le support à part en termes de conseil et validation auprès d'une entreprise? Alors, combien de jours? Dans le cadre d'une étude d'avant-projet, hein, c'est ça, Olivier? Une première application collaborative, oui. Oui, pour une étude d'avant-projet, l'étude sera précise. On fait l'étude en fonction des données d'entrée et d'avant-projet qu'on nous donne. Donc, évidemment, plus on sait ce qu'on va réaliser comme application, comment on va la réaliser, quelles seront l'interaction avec les opérateurs, quel type d'effecteurs je vais mettre au bout du robot et quels sont les enjeux en force, en vitesse de l'application envisagée, en énergie. Plus on sait tout ça tôt, plus l'étude de faisabilité sera précise. Et donc après, c'est juste une histoire de planification, parce qu'on nous envoie les éléments par mail, on analyse l'affaire et on restitue notre rapport par mail. Donc ça peut aller, oui, une quinzaine de jours, ça peut être suffisant si c'est planifié à l'avance. Oui, ça c'est le délai pour la prestation. Voilà, c'est ça. Mais la durée de la prestation, ça peut être... La durée, alors si on parle d'analyse de risque, il faut quand même qu'on explique un peu les règles particulières au robot avant. Hein. Donc, on commence souvent l'analyse de risque par plutôt une explication. Donc, il faut compter la durée. Il faut compter entre à peu près une journée complète. Alors, souvent, on aime bien le faire en 2 fois, plutôt un accompagnement sur 2 demi-journées, parce que c'est un brainstorming, c'est dur de rester concentré plus d'une demi-journée. Donc, il faut compter à peu près une journée complète d'analyse de risque, à peu près. Voilà, parce que c'est une application, il n'y a pas non plus 10 000 équipements à analyser les risques, mais il y a tout à quantifier, par contre, il y a tous les efforts énergie à quantifier. Je vois juste une question intéressante pour confirmer à propos du marquage CE. Le marquage CE, c'est quelque chose d'important. Donc, je confirme bien que le marquage CE est réalisé par l'intégrateur. Alors, ce qu'on appelle l'intégrateur, c'est bien le fabricant, non pas du robot, mais de l'application robotisée. Si c'est l'utilisateur qui choisit d'intégrer lui-même son application robotisée sans l'aide d'un fabricant, donc d'un intégrateur, d'un prestataire externe, eh bien, alors c'est l'utilisateur qui sera responsable du marquage CE. Ça, c'est clair et c'est bien expliqué dans le guide de prévention dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, une question, dans le cas d'un cobo monté sur des axes de translation, la sécurité est réduite à cause des axes. Dans ce cas, les barrières physiques sont-elles obligatoires ou un scrutateur pourrait-il être suffisant pour empêcher l'accès? Alors, là, c'est pas facile évidemment de répondre en 2 secondes parce qu'il faudrait voir quelle nature du projet. Encore une fois, il faut voir les énergies en jeu. Mais il est probable que des robots qui sont montés sur des robots mobiles, par exemple, ou des AMR, ou même des navettes guidées sur rail ou autre, il est probable que si toute l'application est ouverte et qu'il n'y a pas d'enceinte autour, il est probable que, au moins pour le déplacement de la navette ou du robot mobile, il est probable qu'il faille mettre des scrutateurs pour que la navette, au moins, s'arrête en fonction du déplacement des opérateurs autour de ce que font les opérateurs. Donc, ça mériterait d'être analysé plus finement, mais on peut déjà dire ça. Après, le robot collaboratif, tout seul, lui, en général, ils ont des positions sûres. On est sûr qu'il est en position de repli. Il faut voir comment il interagit avec la navette, mais on n'est pas obligé forcément d'ajouter autre chose comme sécurité
sur les mouvements liés au robot, mais le mouvement de translation lié à la navette ou au robot mobile qui est sous le robot, là, il y a certainement des protections complémentaires. Okay. Une question, où peut-on trouver les valeurs de force, accélération par exemple, limite pour telle ou telle partie du corps? Alors, le référentiel, je l'ai cité, c'est l'ISO-TS 15066 qui définit toutes ces valeurs limites biomécaniques. Alors, la valeur en vitesse, il y a des valeurs pour les contacts quasi statiques en force et en pression, des valeurs assez figées. Il y a une valeur par partie du corps considérée, donc pour les doigts, les mains, les bras, le torse, l'abdomen, les jambes, les mollets, c'est très détaillé. Et par contre, pour la vitesse, l'équation, c'est l'énergie cinétique, donc c'est un demi de la masse en mouvement par la vitesse au carré. Donc, sachant que l'énergie maximale transférée admissible par le robot, elle est donnée dans le référentiel, elle est fixe, et elle est fixée pour chaque partie du corps. Donc, il y a une valeur de vitesse maxi pour les doigts, pour les mains, pour les bras, pour le torse, etc., d'énergie maximale transférée. Donc, après, tout est indiqué dans le référentiel, mais ça peut être assez subtil. Donc, voilà. Mais tout est dans le référentiel ISO-TS 15066, qui est prévu spécifiquement pour les robots collaboratifs. Ok. Une question concernant la conception. L'utilisateur doit-il vérifier que la conception de l'intégrateur est bien conforme en termes de sécurité, vitesse, effort, etc. ou bien l'accréditation APA par réception couvre-t-elle ces points? Alors, l'utilisateur, oui, il a une obligation, normalement, par le Code du travail, de vérifier que les règles techniques ont bien été, qui sont applicables, que la machine en général, un robot collaboratif est une machine, ce n'est pas une exception non plus dans le domaine des machines, que les machines en général sont bien, respectent bien les règles techniques qui ont été appliquées. Alors, c'est là où on peut faire intervenir un organisme comme APA pour vérifier la conformité de cet équipement-là. Mais en aucun cas, il y a un transfert de responsabilité qui est fait sur l'organisme. C'est bien l'utilisateur qui reste responsable de mettre à disposition de ses salariés et à faire utiliser par ses salariés ce que le guide appelle l'employeur, d'ailleurs. C'est bien l'employeur qui est responsable de la mise en service de l'application collaborative auprès de ses salariés, comme le fabricant est aussi responsable de mettre sur le marché une application conforme aux directives et aux règlements qui sont applicables à son application. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. Ok. Alors, je profite d'une question qui est par rapport au support pour dire qu'effectivement, à la fin de la session, donc, vous recevrez un email de Livestorm vous permettant d'accéder au replay de la session que vous pourrez voir comme comme vous voudrez à l'heure que vous voudrez. Ouais. Alors, je vois une autre question là sur les palettiseurs et on peut l'étendre à autre chose qui concerne les trajectoires, là, Olivier. Alors, je vais y répondre. Ouais, donc, on me dit, est-ce qu'à chaque changement de type de carton, donc sur un palettiseur, je dois refaire une analyse de risque? Alors, effectivement, là, ça serait fastidieux. Donc, c'est une question pertinente. Merci de l'avoir posée. C'est pas comme ça que ça marche. Non, vous n'aurez pas d'analyse de risque à refaire pour chaque changement de format de carton, bien heureusement. Alors, par contre, il faudra intégrer dans l'analyse de risque tous les formats envisagés, puisque si vous décidez, une fois que l'application est construite, un nouveau format, ça s'appelle une modification, ça peut s'appeler une modification de machine en service, puisque vous allez devoir modifier la configuration du robot. Alors, il faut savoir que pour ce cas précis, on va paramétrer les fonctions de sécurité du robot pour un volume de trajectoire donné. Donc, si on intègre tous les formats de carton au début, dans l'analyse de risque, on va avoir un paramétrage du robot qui passe pour tous les formats de carton. Sachant que le robot, comme la palette doit faire obstacle et que l'opérateur ne doit pas aller sous le robot puisqu'il n'a rien à y faire, en général, à moins une application spécifique, mais il n'a rien à y faire, il y a des chances pour qu'on définisse que le robot et son effecteur ne doivent pas dépasser de la palette. Et on va le garantir par
chez certains fabricants ce qu'on appelle des plans de sécurité. On va le garantir chez d'autres par une surveillance logicielle de la position des axes et de la vitesse du robot, etc., etc. Donc, mais ça va être sécurisé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a défini la sécurité de notre robot collaboratif, on va figer le paramétrage. Les paramétrages de sécurité dans les robots collaboratifs émettent ce qu'on appelle un code checksum ou des codes checksum, ça dépend des fabricants. Ce code checksum garantit l'intégralité de la configuration de la vingtaine ou pas loin de fonctions de sécurité du robot. Si vous touchez à ces codes-là après, ou à ce code-là, des fois il y a un seul code pour toutes les fonctions de sécurité, là vous avez touché à l'intégrité de la sécurité du robot. Dans ce cas-là, le guide dit, s'il y a reconfiguration du robot, c'est une modification de machine en service, donc c'est à ce moment-là qu'on devra refaire une analyse de risque. Mais si vous avez intégré vos changements de format dès le départ, dans les changements de format de carton, là, il n'y a pas à nouveau d'analyse de risque à faire. Voilà, c'est ça la règle. C'est important de le souligner quand même. Merci de l'avoir posé. Concernant l'analyse de risque, est-ce que les analyses de risque sont réalisées impérativement après une étude de conception globale ou avant? Alors, l'analyse de risque, elle est réalisée. Alors, je vais répondre à une autre question en même temps que j'ai vu apparaître. L'analyse de risque, elle est toujours réalisée dans la phase conception. Si on arrive après la bataille, comme on dit, il y a de grandes chances que on ait fait un loupé, alors, sauf si c'est une application qui répond parfaitement à la possibilité de mise en œuvre des robots collaboratifs, mais si on fait l'analyse de risque, si on conçoit d'abord l'application, qu'on fait l'analyse de risque, ensuite, il y a des chances qu'on fasse des loupés et qu'on intègre des choses qu'on n'a pas prévues, et donc ça va impacter le retour sur investissement, ça pourra. Donc l'analyse de risque, il faut la faire en phase conception, c'est ce que demande la directive machine, d'ailleurs c'est écrit dans la directive machine, dès lors qu'on a des données qui permettent de la faire, des données d'entrée comme des plans, comme une analyse fonctionnelle de l'application. Enfin, une analyse fonctionnelle, c'est un grand mot, mais équivalent de l'application, qu'on sait comment vont faire les interactions homme-machine, qu'on sait comment sera constitué l'effecteur au bout du robot, qu'on a une idée des trajectoires qu'on va réaliser, puisque vous l'avez compris, les trajectoires font partie de l'analyse de risque. Donc, il faut essayer d'avoir une idée des trajectoires ou du volume de trajectoires qu'on va devoir réaliser dans l'application. Donc, c'est ça qui va être les données d'entrée pour nous permettre de faire l'analyse de risque ensuite. Et puis, ensuite, je vois une autre question sur l'analyse de risque qui est l'analyse de risque doit-elle prendre en compte les mouvements normaux et les mouvements anormaux de l'opérateur? Alors, en termes réglementaires, on va appeler ça les risques de contact raisonnablement prévisibles pour les mouvements normaux. Et pour les mouvements anormaux, ça sera le mauvais usage raisonnablement prévisible, qui est défini dans la directive. Alors, justement, on va d'abord prévoir des contacts raisonnablement prévisibles, parce que prévoir l'usage, enfin le paramétrage du robot et la sécurité pour l'usage raisonnablement prévisible, donc tel que prévu. S'il est prévu que l'opérateur interagisse avec ses doigts, ses mains, on va toujours prévoir qu'il a des mouvements réflexes parce que, par exemple, sur un pallet teaser, il voit un colis, une mauvaise prise, un colis mal fermé, etc. Donc il y aura toujours les doigts, les mains. Mais par contre, pour toutes les autres parties du corps, c'est là où il va falloir faire une analyse de risque fine pour définir si c'est un usage raisonnablement prévisible. Alors, par exemple, si je dis, l'ISO-TS me dit que je dois éviter les contacts avec la tête. Alors, je dois éviter les contacts avec la tête de façon raisonnablement prévisible. Donc, si dans l'analyse de risque, je vois que j'ai des contacts avec la tête, je vais devoir revoir ma copie parce que l'ISO-TS me dit que c'est à éviter. Ou alors, il va falloir que je mette carrément des dispositifs de protection externe à ceux du robot. Donc, oui, l'usage normal et l'usage anormal est pris en compte, bien entendu, dans l'analyse de risque. J'avais une demande de confirmation que le marquage CE est réalisé par l'intégrateur si besoin. Oui, je l'ai répondu tout à l'heure. Oui, je confirme que l'intégrateur, ce qu'on appelle l'intégrateur, c'est bien le fabricant de l'application dans les termes de la directive, et c'est bien au fabricant que revient l'obligation de marquage CE.
Un combo de pallétisation est-il possible de réaliser une analyse de risque afin de pouvoir le déplacer, le robot, d'une ligne à l'autre? Alors, oui, mais il va falloir analyser les risques sur chaque ligne. En général, ils intègrent au moins le convoyeur pour avoir une application un peu autoportante. Mais s'il n'y a pas le convoyeur de colis qui est dans le robot, hein, le robot il prend un colis sur un convoyeur en général. Bah, par exemple, si je déplaçais mon robot d'une ligne A avec un convoyeur A et sur une ligne B avec un convoyeur B, bah, j'ai peut-être pas les mêmes types de convoyeurs, j'ai peut-être des risques mécaniques liés au convoyeur, c'est peut-être pas la même hauteur, les mêmes trajectoires, etc. Donc, je suis obligé de faire l'analyse de risque d'une façon ou d'une autre sur la ligne A et sur la ligne B. Donc, soit c'est prévu dès le début dans mon application neuve que je suis en train de concevoir. Donc, dans ce cas-là, ça va être pris en compte dans l'analyse de risque et je vais avoir peut-être des configurations de sécurité différentes du robot, mais dans la notice d'instruction, je vais savoir tout comment paramétrer mon robot sur les deux lignes. Ou soit ça intervient après coup, donc mon robot il a été prévu pour une ligne A et ensuite je prévois de l'installer pour une ligne B, donc c'est autorisé aussi, pas de problème, mais il faudra faire dans ce cas-là une modification de machine en service, il faudra faire l'analyse de risque pour le poste de la ligne B. Voilà comment ça se passera. Ok. J'ai une question sur l'évolution des normes et exigences Ouais. par rapport aux constructeurs de machines. Est-ce que ça va évoluer prochainement? Oui, alors effectivement, il y a la norme robot qui est en cours de révision. Je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet-là, mais effectivement, l'ISO TS 15066 risque à terme, enfin risque, c'est pas un risque, hein, c'est normal, devrait être intégré dans le référentiel normatif de la norme robot. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je crois que la révision est en cours. Je crois que l'apparition est prévue pour l'année prochaine ou l'année d'après. Je ne sais pas. Alors, une question là. Avez-vous en tête des équipements de vissage collaboratifs? Oui, j'en ai en tête. Des équipements de vissage, j'en ai moi-même analysé les risques, j'en ai moi-même vérifié. Ce qui est impossible de faire aujourd'hui, c'est d'en parler précisément. Il faudrait qu'on fasse une aparté là-dessus. Parce qu'évidemment, les visseuses qu'on met au bout des robots sont des visseuses particulières, parce qu'on ne peut pas mettre l'embout nu pour. J'ai dit tout ce qui est pointu, tout ce qui est de petite surface ne peut pas être mis comme ça. L'opérateur il pourra toujours mettre son doigt entre l'embout ou la vis et la pièce à visser. Donc, il y a des astuces, on est obligé de cacher la vis et l'embout de vissage. Donc, il y a des astuces, mais que je ne peux pas développer là en 5 minutes, c'est pas possible. D'accord. Une question également très récente. Là, pour une application avec deux cobots travaillent l'un à côté de l'autre, faut-il faire deux analyses de risque ou une seule pour l'ensemble? Alors ça, c'est la limite de fourniture du fabricant qui va le définir. Si c'est le même fabricant pour la même application des deux robots, ben on fera une seule analyse de risque qui intègre les deux robots. S'il y a deux fabricants différents, bon, ça ne sera peut-être pas le cas si j'ai bien compris, parce que les robots ils seront sur une même application. Ben là, on fera une seule. Enfin, s'il y a deux fabricants, chaque fabricant sera responsable de son analyse de risque. Donc le fabricant, il y aura une analyse de risque par fabricant. Et là, l'utilisateur, lui, il devra bien vérifier l'interaction à ce moment-là entre la machine A, enfin, les interfaces. Si les interfaces entre la machine A et la machine B ne génèrent pas de risque. C'est ça. Okay. Je passe en revue les questions. Il y avait une question au tout début concernant des robots en production qui généraient des contacts stop régulièrement. Est-ce que c'est dû à un mauvais réglage ou à un mauvais choix en termes de solution? Alors attends, répète, j'ai pas bien entendu le début. Oui, des robots en production qui génèrent des contacts stop régulièrement. Oui. Est-ce que c'est un mauvais réglage ou un mauvais choix en termes de solution? Ah ben là, comme ça, c'est pas. C'est difficile de. Alors je sais que la sécurité, c'est un enjeu important dans. C'est pour ça que
on passe du temps aussi à analyser les risques et à mettre la bonne dose de sécurité nécessaire, parce que si on ne connaît pas l'ensemble des référentiels, c'est là où on peut mettre soit moins de sécurité, soit on peut en mettre beaucoup plus. Le problème, c'est si on en met plus, on intervient sur la disponibilité d'un équipement, parce que faire trop de sécurité, ça peut conduire à arrêter un équipement trop souvent. Mais là, il faudra analyser les risques, évidemment, pour cette problématique-là spécifiquement et voir si ça vient du robot ou si c'est les risques ou enfin, si c'est l'application qui a mal été, la sécurité qui a mal été déployée sur cette application-là. Alors, il y a une dernière. Oui. Je l'ai perdu parce qu'il y a les questions qui sont. Alors, il y a une dernière question. J'ai une question sur la réticence un peu qui est un peu. C'est pour ça que je parlais d'enjeux et de l'acceptation du changement. Il y a une question qui me dit il y a une réticence de certains constructeurs de machines à déployer ce type d'équipement. Souvent, sous une notion de responsabilité en cas de problème. Voilà. Alors, moi, mon retour d'expérience, c'est pour l'instant, ils ont du mal à déployer ces technologies-là parce que depuis toujours, la sécurité machine, il y avait deux cas de figure possibles pour un fabricant de machines. Soit il mettait un écran entre le phénomène dangereux et l'opérateur, ce qu'on appelle un carter, un protecteur fixe, dit la directive. On mettait un écran entre le phénomène dangereux et l'opérateur pour que l'opérateur ne puisse pas l'atteindre. Ou, deuxième possibilité, on arrêtait les mouvements dangereux avant que l'opérateur puisse les atteindre. Donc ça, c'est le cas des dispositifs de protection comme des scrutateurs, des barrages immatériels. C'est ce qu'on fait sur un îlot robot classique. Et là, le problème, c'est qu'on est avec un robot collaboratif, il n'y a ni carter et il n'y a pas forcément besoin de dispositifs de protection complémentaires. Donc, le plus gros problème, c'est que les fabricants aujourd'hui tombent un peu dénus devant cette technologie. Donc, c'est pour ça aussi qu'on nous appelle pour on explique les règles d'intégration parce que ça ne tombe pas des nuls. Ce sont des machines ouvertes dans l'environnement de production. Et il y a quand même bon nombre de fabricants qui ne sont pas encore bien au fait. La Fédération française des clusters robotiques disait qu'il y avait environ 600 intégrateurs de robotique en France. Donc, sur 600 intégrateurs, ils ne sont pas tous au fait de ces nouvelles technologies-là. Donc, c'est un peu perturbant pour tout le monde. C'est perturbant, c'était perturbant aussi pour nous en interne. Donc, c'est pour ça qu'on a formé des collaborateurs spécifiquement à ces technologies. C'est perturbant pour l'utilisateur qui ne sait pas pourquoi il y a un robot en cage, pourquoi l'autre il n'y est pas. Puis, c'est perturbant aussi pour les fabricants, les intégrateurs, puisque c'est des nouvelles technologies. Alors, au niveau responsabilité, ça ne change rien au niveau des responsabilités. C'est les mêmes responsabilités qu'on ait un îlot robot en cage ou qu'on ait un îlot robot sorti de sa cage. Les règles de sécurité doivent être appliquées selon la technologie employée. Ça ne change rien au niveau de la responsabilité. Seulement, c'est la technologie qui est plus perturbante sur les robots collaboratifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce webinaire pour informer les gens des technologies. Voilà. Okay. Écoutez, je pense que on va clôturer ce webinaire. Oui, et puis on va effectivement, pour des. On va vous remercier pour. Pour faire le sondage, si. Oui, ça y est, c'est bon. Le sondage était lancé, donc. Donc, effectivement, avec. Répondre à un sondage, et puis en fonction des réponses, on pourra aussi vous recontacter derrière. N'hésitez pas à me contacter moi, vous avez mon mail et on verra comment vous répondre au mieux. Avec le numéro que vous avez, vous pouvez aussi avoir un contact près de la PAV locale avec le numéro vert que vous voyez, enfin il est bleu. Vous pouvez aussi accéder à la PAV locale qui vous suit dans votre région. Voilà. Bon, on va vous remercier pour votre participation. Oui, voilà. Moi je vous remercie d'être venus nombreux, puisque vous étiez une centaine à m'écouter ce matin, plus d'une centaine même. Donc, je vous remercie. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois sur un nouveau webinaire. Voilà. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.